Jusqu'à 9h30, Maxime Switek. 8h le journal, bonjour Jean-Philippe Ballas. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Quel est le point commun entre un iPhone, une tondeuse à gazon et les plaquettes de frein ? Ils pourraient tous être concernés par l'obsolescence programmée. Plusieurs plaintes à venir en France. Révélation dès le début de ce journal. Les autres titres, Jean-Philippe. Faut-il laisser mourir une adolescente de 14 ans ? Les médecins la disent condamnée. Les parents s'y opposent. Douloureuse affaire, nous le verrons devant le Conseil d'État. Également dans ce journal, l'émotion de Michel Denisot, celui qui fut président du PSG, salue la victoire de Georges Weah au Libéria. Félicitations également d'Emmanuel Macron ce matin. Et puis dimanche, c'est le réveillon. Vous allez sans doute faire les courses dans un hypermarché. Nous y sommes déjà. Jean-Luc Bougeon vous attend avec son caddie dans la région lyonnaise à la fin de ce journal. À des pannes en série, un patron convoqué par la ministre des Transports. À 8h15, nous recevrons le directeur général adjoint de la SNCF, Mathias Vichra. L'événement est plutôt rare. Apple a présenté ses excuses cette nuit. Communication de crise. Récemment, le géant américain a reconnu avoir volontairement ralenti le fonctionnement de ses anciens modèles d'iPhone. Colère immédiate des consommateurs sur fond d'obsolescence programmée. Plusieurs plaintes ont été déposées, dont une en France. L'association HOP pour Halte à l'obsolescence programmée, justement. Son avocat, Émile Meunier, était avec nous ce matin sur Europe 1 et il vous prévient, Apple, ce n'est qu'un début d'autres plaintes à venir et vous allez l'entendre, c'est très concret. Des tondeuses à gazon où toutes les pièces sont en acier sauf la petite roue qui fait tourner la pale entre la pale et le moteur qui elle est en plastique. C'est 125 cm3 la tondeuse en gazon, l'équivalent d'un scooter. On ne comprend pas pourquoi cette pièce est en plastique et pourquoi elle est cachée, c'est la seule qui est encastrée. Nous avons les collants aussi qui filent au bout de 2-3 fois quand c'est pas le premier jour, alors qu'on les achète à un certain prix et qu'on est en mesure de faire des collants qui peuvent durer au moins quelques mois si ce n'est quelques années. Et il y a aussi un cas sérieux sur des plaquettes de frein de berline où il y a un gros warning qui nous indique que la plaquette de frein est usée, qu'il faut absolument la changer. Ça fait peur aux conducteurs, aux passagers. Or, si on fait des tests, on se rend compte qu'en toute sécurité, on peut encore rouler plusieurs centaines de kilomètres. Dès que le dossier est mûr, nous on redépose des plaintes et on est serein. Voilà l'avocat de l'association Halte à l'obsolescence programmée. On pourrait vous parler aussi ce matin de l'ouverture d'une enquête concernant Epson, le fabricant japonais d'imprimantes, accusé de pousser les consommateurs à racheter des cartouches d'encre alors qu'elles ne sont pas tout à fait vides. Bref, Chanel Petit, on a le sentiment d'une nette accélération des procédures ces derniers temps. Question simple. Pourquoi ? Eh bien, c'est grâce à la loi sur la transition énergétique. Depuis 1 an et demi, l'obsolescence programmée est en France une infraction. Elle est punie de 2 ans de prison et de 300 000 euros d'amende. Et dans des cas exceptionnels, ça peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel que l'entreprise a réalisé en France. Avec cette loi, n'importe quel consommateur peut donc porter plainte, seul ou en groupe. C'est facile à prouver une obsolescence programmée ? Ah non, c'est très difficile. Vous l'avez entendu dans le témoignage. On parle de détails techniques très, très précis. Et en plus, il faut prouver l'intentionnalité. Ça peut prendre des mois, des années, mais en tout cas, cette loi et la mise en avant de ce sujet font peur aux entreprises. On le voit ici avec Apple qui, en espérant s'éviter des procès, a décidé de faire un geste commercial, baisser le prix de remplacement des batteries qui s'épuiseraient trop vite. Merci Chanel Petit. Europe 1, il est 8h03. C'est un dossier très douloureux sur lequel le Conseil d'État doit se prononcer. L'histoire d'une adolescente de 14 ans dans un état végétatif depuis le mois de juin, hospitalisée à Nancy après une crise cardiaque. Elle souffre d'une maladie neuromusculaire, situation sans espoir, disent les médecins, qui souhaitent la laisser mourir aujourd'hui. Mais les parents de la jeune fille s'y opposent. Ce sont eux qui ont saisi le Conseil d'État. Une procédure d'urgence, Mathieu Bock. Autour de la même table, les parents et les médecins sont assis à quelques centimètres les uns des autres. Sans jamais élever la voix ni se couper la parole, ils s'adressent tour à tour aux 3 juges. La mère de la jeune Inès ne se résout pas à la laisser partir. « Ma fille m'appartient, si j'autorisais qu'on la débranche, c'est comme si j'autorisais un crime ». Les parents sont persuadés que leur fille leur répond par petits gestes, des réflexes, souffle le médecin, presque désolé de le préciser. Les différents rapports sont d'ailleurs très clairs, l'état de la jeune fille est irréversible, mais il n'est pas certain qu'Inès ne puisse pas se réveiller. Ce n'est pas une certitude, rajoute la mère. Son père, sa sœur, son frère sont contre. On ne peut pas passer outre l'accord des parents. La question centrale est en effet de savoir si la justice peut se substituer à l'autorité parentale. Le tribunal administratif de Nancy a répondu oui. Il autorise l'équipe médicale à ne plus maintenir la jeune fille en vie. Pour suspendre cette décision, les parents ont donc saisi le Conseil d'État en référé, c'est-à-dire en urgence. Le Conseil d'État qui devrait rendre sa décision dans les 48 heures. Mathieu Bock, dans l'actualité de ces dernières heures, un dramatique
dramatique incendie à New York, le pire depuis des décennies, dit le maire Bill de Blasio. 12 morts, bilan provisoire. Le feu a pris au rez-de-chaussée d'un immeuble du Bronx. On ne connaît pas encore les causes de cet incendie. Toujours à l'étranger, les scènes de liesse. Hier soir au Libéria, les supporters de George Weah ont fêté sa victoire à la présidentielle. Un score sans appel, plus de 61% des voix et un moment d'histoire. C'est la première fois qu'une ancienne star du football accède à la fonction suprême. George Weah, ancien Ballon d'Or, qui a notamment joué au PSG. À l'époque, le président du club s'appelait Michel Denisot et il se souvient parfaitement des liens très forts entre le joueur et sa terre natale. Il était très attaché à son pays. Il en parlait tout le temps. Beaucoup. Il était évidemment la star de l'équipe nationale. Il allait jouer là-bas par attachement à son pays parce que l'équipe n'avait pas une dimension à gagner des grands trophées. Mais il y allait tout le temps. Il ne ratait jamais un match de la sélection. Il partait toujours avec un avion plein de matériel pour les jeunes de là-bas, pour les joueurs de là-bas. Et il vient de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait. C'est-à-dire qu'une star du foot devient chef d'État. Je suis sûr que c'est une bonne nouvelle pour son pays. Georges est quelqu'un d'atypique, de singulier, d'exceptionnel et il a fait une belle campagne. Je pense qu'il a appris, il s'est d'abord présenté, il a été battu, il a été sénateur et maintenant il est président du Libéria de façon très nette. Il me disait toujours qu'après il s'occuperait de son pays. Je ne savais pas jusqu'à quel point ça pouvait aller, mais maintenant on le sait. Michel Denisot joint par Théo Manval et puis félicitations également ce matin d'Emmanuel Macron suite à l'élection de George Weah. Tout autre chose maintenant, nous partons en Syrie pour vous raconter le cauchemar de centaines de milliers de civils pris au piège dans la région de la Ghouta. Nous sommes là aux portes de Damas, l'un des derniers bastions des rebelles anti-Assad, assiégés par les forces du régime. Une situation humanitaire catastrophique, des habitants qu'on ne laisse passer qu'au compte-gouttes. Écoutez les témoignages saisissants que Gwendoline de Bono a pu recueillir pour Europe 1. Chaque jour, le docteur Ramani livre une bataille contre la mort. Elle est pédiatre, ils ne sont plus que 5 dans la Ghouta assiégée pour 100 000 enfants, dont 1 millier souffrent de malnutrition aiguë. Cette semaine, une petite fille est décédée. Elle avait des problèmes cardiaques qui se sont aggravés à cause de la malnutrition. Le problème, c'est lorsque l'on donne le peu de compléments alimentaires que l'on reçoit, les parents les distribuent à toute la famille, à tous les autres enfants, car ils ne trouvent rien à manger ailleurs. Et l'on sait que la situation va empirer, parce que l'hiver arrive. Pour mater la rébellion, le régime se sert de la famine comme d'une arme. Le prix des quelques aliments qui entrent est ahurissant, 10 € le kilo de sucre, 20 pour une boîte de lait en poudre. Vous n'imaginez pas mon sentiment d'impuissance, confie le docteur Abou Kinan. Tout est difficile. Je dois me déplacer pour soigner, mais l'essence pour moi comme pour tout le monde est devenue inabordable. Rester ici pour faire mon métier, c'est mon devoir, mais c'est tellement dur. Souvent, j'ausculte des patients, je sais très bien ce qu'il faudrait leur prescrire, sauf que les médicaments ne sont pas disponibles. Pour un médecin, c'est la pire des frustrations. Quelques enfants malades ont été évacués de la Ghouta avant-hier, encore bien trop peu. Les habitants le savent, tant que le régime n'aura pas obtenu la reddition des rebelles, il ne lèvera pas le siège. Gwendoline de Bono. On vous en a beaucoup parlé ces 4 dernières années. Dimanche, elle fermera ses portes définitivement. La cellule de régularisation de Bercy, vous savez, celle qui avait pour mission d'encourager les contribuables à rentrer dans le droit chemin, ceux qui avaient des comptes cachés à l'étranger. Eh bien, à partir du 1er janvier, à l'heure Jumet, il ne sera plus possible de bénéficier de pénalités allégées. 4 ans, c'est bien assez, explique-t-on à Bercy. Les détenteurs de comptes cachés à l'étranger ont eu le temps de se signaler. Au total, 51 000 dossiers sont arrivés sur le bureau de ce service de régularisation fiscale qui a rapporté 8 milliards d'euros à l'État. Profil type, un héritier de comptes bancaires dissimulés en Suisse. Maintenant, il sera toujours possible de se signaler au fisc, mais là, la loi s'appliquera pleinement, explique Maïté Gabet, chef du service contrôle fiscal. S'ils vont déposer leur dossier auprès de leur service des impôts, eh bien, ils auront des pénalités sans rabais. Et puis, si ces personnes-là décident d'espérer passer sous le radar de l'administration fiscale, si elles sont rattrapées, dans le cadre du contrôle fiscal, les choses se termineront de façon beaucoup moins agréable qu'elles s'étaient terminées jusqu'à présent. D'autant que l'administration compte bien pouvoir mieux cibler ses contrôles fiscaux grâce à l'échange automatique de données qui va s'amplifier au 1er janvier. Au total, une centaine de pays ont accepté de transférer la liste des comptes bancaires détenus sur leur sol par des Français. Des millions de données à traiter qui vont permettre au fisc de faire des recoupements. Reste une limite et non des moindres. La plupart des paradis fiscaux listés récemment par l'Union européenne ne font pas partie
du dispositif. Anne-Laure Jumet. Et puis si jamais vous êtes concerné, sachez que les dossiers peuvent être encore déposés jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est la dernière limite. Et vous, que faites-vous pour le réveillon du 31 ? Il s'agirait de commencer à y penser. On pourrait commencer par faire des courses, par exemple. Direction Saint-Priest, on vous ouvre les portes du plus grand hypermarché Auchan de la région lyonnaise. Nous sommes en ligne avec Jean-Luc Boujon. Jean-Luc, vous avez les clés et vous êtes le témoin du dernier rush de l'année dans les rayons. Oui, effectivement, un chasse Priest depuis 4 heures ce matin. C'est une véritable fourmilière. Au moins 150 personnes s'activent pour que les rayons de fête soient absolument parfaits, explique Jérémy Jouan, responsable du rayon alimentaire. C'est le gros coup de feu aujourd'hui. Nous sommes dans une période cruciale pour le magasin. Dernière quinzaine de décembre, 10% de notre chiffre d'affaires annuel que nous jouons. 100 000 clients sur cette semaine qu'on va accueillir. Aujourd'hui, on devrait accueillir 15 000 clients dans notre magasin. Donc c'est des journées très importantes. Il faut que tout soit nickel, il faut qu'on soit prêt. Il faut surtout qu'on ait tous les produits festifs que les clients attendent pour le réveillon. Les traditionnels huîtres, foie gras, crevettes, champagne, papillotes. Alors les huîtres justement, un énorme tas de bourriches trône au milieu du rayon poissonnerie. À la manœuvre, Nicolas. En poids, sur un jour comme aujourd'hui, on doit être sur 2 tonnes et demie, 3 tonnes. On a des bourriches en 2 kilos, principalement de la 2 et de la 3 qui sont plutôt les calibres à consommer. On a de la Marraine, de la Normandie, de la Bouzic, on a de la Vendée, on a vraiment tous les bassins. Le foie gras, lui, occupe plusieurs stands à l'entrée du magasin. Il y a du stock, il y a du choix et pour les plus radins, il y a même de belles ristournes, explique Camille. On essaye de le mettre en avant et faire vraiment un pylôme de produits festifs pour que les clients puissent le repérer directement quand ils rentrent dans le magasin. Il y a des affaires à faire sur le foie gras ? Oui, absolument. Vous avez 30% de remise immédiate sur des blocs. Vous avez des promos à peu près sur toutes les marques, donc faut pas hésiter à y aller. Alors évidemment, à côté, on a les présentoirs qui débordent de bouteilles de champagne, de boîtes de chocolat aussi. Mais si on faisait léger cette année pour le dessert, Cyril va nous préparer un joli plateau de fruits. Je vous apporterai un peu de grenade, des kiwis, du litchi. Ensuite, j'ai plein de petits produits exotiques que je peux vous faire découvrir qui viennent d'Asie. Le ramboutan, le kumquat, plein de petites choses qu'on ne connaît pas forcément et qui sont assez sympas. Bon, je vais le chercher tout à l'heure, alors ok. Okay. À mon avis, il ne va pas repartir les mains vides, Jean-Luc Bouchon. Merci beaucoup. Vous nous prenez une bourriche, Jean-Luc ? Volontiers du foie gras pour moi. Allez, un peu de musique, Maxime. Est-ce que vous reconnaissez ce groupe ? Mais alors pas du tout. On reconnaît pas du tout U2. C'est pourtant facile. Alors U2 en tête du classement des plus grosses tournées mondiales de l'année 2017. Les Irlandais ont amassé un peu plus de 315 millions de dollars de recettes. C'était grâce à leur série de concerts pour les 30 ans de l'album Joshua Tree. Les deuxièmes, les Américains de Guns N' Roses. Oui, les troisièmes, Coldplay, le groupe britannique. Comme quoi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les plus gros concerts. Merci beaucoup. Et c'est Jean-Philippe Ballas qui vous le dit. Il va être content, Chris Martin. On l'embrasse. Europe 1.